Bonjour et bienvenue sur Mykonova. Nous sommes le 25e jour du mois de mai 2025 et nous poursuivons notre sortie de la matrice en suivant le courant d'air ou la lumière à l'extérieur de la caverne de Platon. Dans cette série d'escape games, autant que dans cette période de l'histoire, on est à la fois témoin et acteur de ce mouvement d'éveil. Après avoir digéré les dysfonctionnements de ce système pour accompagner la prise de conscience, on comprend mieux la nature humaine. On devine qu'il va falloir repenser la société et notre place au sein de celle-ci, notre relation à la Terre, aux vivants, aux autres, nos interactions, notre nourriture, notre santé et notre rôle sur cette planète finalement. On parle d'ouverture de conscience. On entend que cette guerre est spirituelle et que nous sommes notre propre sauveur. Mais qu'est-ce que cela signifie? Qui sommes-nous en fin de compte? C'est la grosse question qu'on finit tous par se poser après avoir avalé la pilule rouge. On va s'essayer à cet exercice dans un triptyque d'épisodes dédié à la spiritualité avec Fanny, sans prétention de détenir la vérité, avec humilité et en se basant sur la métaphysique. Nous vous invitons à explorer l'invisible, le subtil et les énergies pour comprendre comment révéler notre potentiel. Alors en bon petit padawan, j'ai le plaisir de recevoir Obi-Wan Kenobi. Bonsoir Fanny, comment vas-tu? Bonsoir Hugo, un petit padawan? Non, t'es une vieille âme toi. On voit que t'as pas attendu cette émission pour commencer à te poser des grandes questions. Alors, bonsoir à tous, bienvenue sur Mykonova. En effet, nous vous proposons dans les prochaines émissions un espace, un endroit où poser les valises pour respirer, pour questionner, un petit refuge. Un coin tranquille pour faire une pause, se poser, souffler un peu. Et peut-être retrouver un truc qu'on croyait perdu. Un truc qu'on porte en nous depuis toujours, mais qu'on n'écoute plus à force de courir partout. Et peut-être se souvenir de quelque chose qui a toujours été là, au fond, au creux, mais que le tumulte de la vie a toujours recouvert. Alors pourquoi ce choix? Parce que nous sommes nombreuses et nombreux à ressentir un appel. Pas un besoin spectaculaire, pas une illumination, juste un glissement discret à l'intérieur. Une question qui revient, une sensation d'inachevé au milieu de nos vies bien remplies. Cette émission, c'est une tentative simple et honnête de marcher un peu ensemble sur ce chemin-là. Alors pas pour enseigner, pas pour convaincre, mais pour ouvrir des portes, pour explorer. Alors à toi, peut-être, qui ressent un écart entre ce que tu vis et ce que tu es vraiment. À celles et ceux qui savent que quelque chose d'essentiel leur échappe, mais ne savent pas comment y accéder. À toutes les âmes qui ont déjà cheminé et veulent affiner leur écoute, ou ceux qui découvrent, curieux, méfiants peut-être, mais sincères. Aucun bagage n'est nécessaire, aucune adhésion non plus, seulement une disponibilité intérieure, une ouverture ou simplement une question. Et si je regardais le monde autrement? Avant d'entrer dans le sujet, et histoire de poser un cadre, peut-être tu peux commencer par te présenter, Fanny? Ah oui, alors qui suis-je? Ou qui ne suis-je pas, plutôt? Je ne suis pas une guide, je ne suis pas une autorité. Je suis une femme qui a longtemps cherché, qui cherche encore d'ailleurs. J'ai traversé des nuits, des émerveillements, des doutes, des instants de grâce, comme beaucoup. Et je me suis perdue dans des concepts. Et j'ai aussi goûté le silence qui guérit. Alors j'ai pas de vérité à donner, j'ai des expériences, des lectures, des intuitions. Et surtout une conviction. La conviction que la spiritualité appartient à tout le monde. C'est pas un luxe, un don réservé à quelques privilégiés. Qu'elle est une fonction humaine, comme respirer ou aimer. Quant à la spiritualité, pas facile de la définir. On peut au moins dire ce qu'elle n'est pas. Et il ne s'agit pas ici de donner des leçons. Il ne s'agit pas de morale, ni de dogme, et encore moins de recettes magiques. La spiritualité n'est pas une fuite hors du réel. Elle n'est pas non plus un déguisement pour l'ego. C'est un art de vivre, enraciné dans l'authenticité, dans la relation à soi, aux autres, à l'invisible. Elle est un chemin de présence, pas de perfection. Belle petite préface, c'est bien que tu le précises. Ici, on parle de retrouver sa souveraineté. Ça veut dire penser par soi-même. Jusqu'ici, il aura fallu du courage pour s'informer, se positionner, et même si c'est déjà sportif, c'est pas fini. Cette époque nous demande de l'endurance, du courage. Il nous en faut encore un peu plus pour traverser une forme d'introspection. On est sollicité. Quand le monde s'effondre autour de nous, on cherche des appuis. Et entre les dogmes et le New Age, les marchands du temple ou les faux prophètes, on a mille et une raisons de s'égarer. On nous a menti sur tellement de trucs, on remet tout en question,
Mais c'est à ce moment qu'on s'éveille. D'ailleurs, c'est quoi l'éveil? Comment est-ce que tu définirais l'éveil spirituel? C'est pas très simple, ça. Il pourrait y avoir autant de définitions que de personnes à qui on poserait la question. Je pourrais te donner une définition, mais ce serait presque un contresens. Parce que l'éveil, justement, ça ne se laisse pas enfermer dans des mots. Ça s'explique pas comme un concept. L'éveil, ça se vit. Et si je devais tenter une réponse, je dirais que l'éveil spirituel, c'est ce moment où quelque chose en toi se retourne, où tu regardes plus le monde depuis tes automatismes, tes peurs, tes blessures, mais depuis un espace plus vaste, un espace silencieux, lucide, vivant. C'est comme si tout à coup tu ouvrais les yeux à l'intérieur de toi, comme si tu cessais d'être entièrement absorbé par ton personnage, et que tu devenais la présence qui observe. Alors c'est pas forcément spectaculaire, parfois c'est même fatigant, hein. Ça peut être une grande fatigue, une paix qui surprend. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quelque chose bascule. Et une fois que c'est fait, tu peux plus vraiment revenir en arrière. Parce que tu as entrevu qu'il existe en toi un endroit que rien ne peut abîmer, un lieu qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Alors est-ce une définition? Pas vraiment, mais peut-être un début d'écho pour reconnaître en toi ce qui peut-être est déjà en train de s'éveiller. Ouais, c'est hyper abstrait tout ça. D'habitude, on essaye d'être assez factuel dans nos approches. On a un esprit cartésien. Là, on est à deux doigts de la philo, j'adore. On a l'impression de revenir à l'école. D'ailleurs, si c'était un cours, on serait dans quelle discipline? Ouais, c'est vrai, ce qu'on touche là, ça frôle la philo, mais pas celle des dissertations, plutôt la philosophie vivante, celle qui naît d'une vraie question. Et si c'était un cours, on serait peut-être dans un entre-deux. Un peu de philo, oui, mais aussi beaucoup de métaphysique. C'est comme ça que j'ai abordé la spiritualité, par le biais de la métaphysique. Alors tu vas me demander, c'est quoi la métaphysique? La métaphysique, c'est cette branche discrète mais essentielle de la pensée qui s'intéresse à ce qui ne se voit pas, mais qui soutient tout. Elle se demande pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que la conscience? Y a-t-il quelque chose après la mort? Et si je perçois n'était qu'une partie du réel? Bon, en fait, la métaphysique, c'est la porte d'entrée de la spiritualité quand elle n'est pas religieuse ni dogmatique. Tu vois, c'est cette branche de la philosophie qui cherche à comprendre ce qui existe au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de ce qu'on peut toucher ou mesurer. Elle pose des grandes questions comme existe-t-il une âme, un Dieu? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que tout est déjà écrit ou est-ce qu'on est vraiment libre? C'est un peu comme si la métaphysique essayait de regarder derrière le décor de vie pour en comprendre le sens et les lois invisibles. En résumé, c'est l'art de poser des grandes questions d'existence, celles qui n'ont pas toujours de réponse d'ailleurs, mais qui font grandir notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. C'est vrai que l'homme est fait pour croire. Si on se pose toutes ces questions, c'est qu'on a besoin de réponses. Et chacun trouve ses propres réponses. Mais s'il y a un point sur lequel on peut s'accorder, c'est la sémantique. Quels seraient les mots-clés ou les notions avec lesquelles se familiariser? Tu sais, c'est vrai, hein, chacun avance avec ses propres questions. Certains cherchent à croire, d'autres veulent comprendre. Mais bon, au fond, on a tous besoin de sens. Et pour mettre du sens, on a besoin de mots. Alors avant de parler de spiritualité, de conscience ou d'énergie, je te propose qu'on s'arrête un instant sur quelques mots essentiels. Des mots qui seraient comme des clés, des repères pour commencer à s'y retrouver dans ce paysage-là. Alors avant de parler de spiritualité, de conscience ou d'énergie, allons-y. On pourrait commencer par le mot intériorité. Parce que pour moi, tout commence par ce mot-là, intériorité. C'est ce moment où tu arrêtes de regarder partout à l'extérieur, où tu commences à écouter ce qui se passe dedans. C'est vrai qu'ils font tout pour nous distraire, hein, les médias, la publicité, les films, le divertissement d'une manière générale. Partout, tout le temps, on n'a pas le temps de se poser. T'as fait un audio d'ailleurs hein, sur le vol silencieux du temps. On nous prive de ces moments de calme où on peut prendre un instant pour se demander comment je me sens vraiment. Exactement. C'est comme quand tu rentres d'une journée trop chargée et que tu t'assois 5 minutes en silence. Tu fermes les yeux, tu respires, et là, tu sens que tout un monde intérieur existe, un monde que tu avais oublié. C'est dans ces moments, dans cet espace, quand tu commences à vraiment te reconnecter à toi, que tu te rends compte que t'es pas tout seul. Du moins, c'est pas un vide.
C'est plutôt comme un endroit confortable. Eh oui, on en vient à la connexion. Alors la connexion, c'est l'intériorité. L'intériorité à toi d'abord, mais aussi aux autres, à la nature, et même à quelque chose de plus vaste encore. C'est auprès de la nature hein, qu'on peut comprendre la connexion. En marchant sous les arbres, sentir le vent, le bruit des feuilles, un rayon de soleil entre les branches. Là encore, on trouve cet endroit confortable, où on sent qu'on fait partie d'un ensemble plus vaste que notre simple personne. C'est ça la connexion, quand tu te sens relié, vivant, présent. Le truc universel qui va parler à tout le monde, c'est le coucher de soleil. On voit bien que le soir, en bord de mer, tout le monde s'arrête 5 ou 10 minutes, les yeux rivés vers l'ouest, et les superbes couleurs dans le ciel. Et une espèce de fascination, plus personne ne parle, tout le monde regarde dans la même direction, absorbé par le spectacle. C'est un espèce de silence collectif, où on est tous connectés au message de fin de journée, et du coup, connectés les uns aux autres un peu j'imagine, non? Même inconsciemment. Ben oui. Et pour ressentir tout ça, il faut être là, vraiment là. Et c'est là qu'entre en jeu ce mot présence. La présence, ça rime avec ce silence dont je parlais devant le coucher de soleil, mais c'est aussi le calme intérieur quand on est concentré. La présence, c'est être centré sur soi et sur ce que l'on fait, sans s'éparpiller, sans se laisser distraire. Par exemple, quand je cuisine et que je coupe mes légumes, je suis focus sur mes doigts, la lame du couteau, le bruit de la découpe, la chair, la texture, les odeurs. Et oui, c'est bien ça qui est compliqué, hein, de bien rester focus, et de pas être en train de penser à autre chose. Le rendez-vous chez le dentiste, acheter du pain, sortir les poubelles. La présence, c'est quand tu vis ce que tu vis, sans fuite mentale. Ah, faut avouer que c'est notre plus gros défi, ça, de calmer le mental. Ah, le fameux, le mental, hein, c'est utile, hein. C'est pas l'ennemi. Il nous prévient, il émet des hypothèses. Mais quand il tourne en boucle et qu'il commente tout, ben, ça part dans des suppositions et il nous coupe vite de la vie. Et là, bah, t'es plus présent, t'es coincé dans ton mental, tu te poses mille questions, ton cerveau fait du vélo. Mais quand on apprend à le calmer un peu, même un tout petit peu, on crée de l'espace. Alors, quand on crée de l'espace, souvent, on arrive à atteindre ce qu'on appelle la conscience. Alors la conscience, c'est quoi? Ben, la conscience, dans cet espace, il y a quelque chose qui émerge. Une lucidité douce, une lumière qui observe sans juger. C'est ça, la conscience. Par exemple, dans un conflit, c'est prendre un pas de recul et tu te dis est-ce nécessaire que je rentre là-dedans? Est-ce que ce que je vais dire, ça va calmer ou empirer la situation? C'est l'endroit où on réalise qu'on peut choisir sa réponse. Exactement. La conscience, c'est ce témoin en toi, celui qui voit ce que tu penses, ce que tu ressens, sans s'identifier. Parfois, dans des situations, hein, on entend souvent les gens dire ah, il se passait quelque chose, je me suis vu en train de faire, ou je me suis vu en train de dire des trucs. Voilà, c'est ce sentiment-là. Et plus tu laisses cette conscience s'installer, et plus tu sens un truc sensible un peu au palier du dessus. Et ça, c'est l'âme. Oui, ce qu'il y a en toi de vivant, de fragile, de vibrant, c'est elle qui doute, qui espère, qui rêve. C'est ta part sensible, celle qui cherche, qui apprend, et qui parfois se souvient qu'elle vient d'ailleurs. Et si tu continues de monter, ou de t'élever au palier suivant, alors tu arrives à l'esprit. L'esprit, lui, ne cherche pas, il ne bouge pas. Il est silencieux, pur, constant. C'est ce que certains appellent Dieu, hein. D'autres la conscience pure, d'autres encore le vide plein. Bon, chacun a sa définition. Tout à l'heure, pour illustrer la connexion, je parlais d'une balade en forêt où je sentais faire partie d'un ensemble plus vaste. Est-ce que c'est l'esprit qui se manifeste à travers ce sentiment de plénitude? C'est lui qui fait que je me sens relié à un tout? C'est ça, quand tu sens que ton âme est reliée à ton corps. Donc l'âme alignée avec le corps t'amène à l'esprit, c'est ça? C'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit? Oui, alors en résumé, en fait, l'âme, elle est individuelle, incarnée, alors que l'esprit est universel, immobile. Quand l'âme elle est porteuse d'émotions, l'esprit, lui, juste, il est une présence pure.
Quand l'âme peut souffrir et évoluer, l'esprit ne change pas. Quand elle est en quête, l'esprit, lui, est une source silencieuse. Et l'âme est liée au corps, alors que l'esprit, lui, c'est le tout. L'âme est liée au cœur et au corps. Mais on parle ni de l'organe, ni du corps physique là, non? Très bonne question. Souvent, on pense au corps qu'on peut voir, toucher, soigner, mais en fait, c'est bien plus vaste que ça. Dans de nombreuses traditions, on considère que l'être humain est fait de plusieurs corps. Le corps physique, c'est le plus dense, celui qui nous permet de bouger, de manger, de dormir, celui que tout le monde connaît. Mais autour de lui, il y a comme des couches de lumière de plus en plus fines. Il y aurait d'autres corps plus subtils, mais tout aussi réels. Comme des couches d'énergie qui nous enveloppent. C'est ça qu'on appelle les champs vibratoires. Et oui, exactement. Comme des dimensions de soi, et ces corps interagissent en permanence. Tu sais, quand tu vis une émotion forte, elle n'est pas juste dans ta tête, elle agit sur ton corps, ta respiration, ta posture. Et parfois, il y a même un malaise physique qui peut venir d'un déséquilibre émotionnel ou énergétique plus profond. Ah oui, genre quand tu somatises. Tu te disputes, tout est contrarié, et puis après t'as mal au ventre. Exactement. Parce que notre être, c'est pas une pièce unique, c'est un orchestre. Et l'âme, elle joue sa musique à travers tous ses instruments. Elle danse entre les mondes, du plus tangible au plus invisible. Et pour que cette danse soit harmonieuse, on a besoin de connaître les différents plans sur lesquels elle s'exprime. Alors, on peut imaginer nos corps comme des couches concentriques. Et si on suit ce fil, on a d'abord le corps physique. C'est le plus dense, celui qu'on touche, celui qui ressent la douleur, le plaisir, la faim, la fatigue. Bref, c'est notre base terrestre. Mais il porte aussi des mémoires. Ensuite, il y a le corps éthérique. Lui, c'est le double énergétique du corps physique. C'est lui qui fait circuler l'énergie vitale à travers les méridiens, les chakras. C'est un peu comme le courant électrique qui alimente la maison du corps. Ensuite, on a le corps émotionnel. C'est là où vivent nos émotions, nos attachements, nos peurs, nos élans. C'est un peu comme la météo intérieure, parfois ensoleillée, puis parfois orageuse. Après le corps émotionnel, on a le corps mental. Le corps mental, c'est le monde des pensées, des jugements, des concepts. Il peut être tranchant ou limpide, selon son état de conscience. Après le corps mental, l'âme, elle orchestre tout. C'est une mémoire profonde, sensible, c'est un élan évolutif. Elle se souvient, elle espère, elle apprend. Et enfin, l'esprit. Comme on l'a vu tout à l'heure, lui, il est au-delà de tous les corps. Il n'a pas de forme, il est une lumière pure, immobile et silencieux. Il ne change pas, il ne souffre pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est. C'est un peu comme une flamme. Elle danse, elle rebondit, selon l'impulsion lancée par le corps physique à la base, qui envoie plus ou moins de vibrations à travers tous les corps énergétiques que tu viens de lister. Belle image. Et l'éveil spirituel, au fond, c'est ça. C'est pas fuir le corps ou la pensée. C'est harmoniser toutes ces couches pour que l'âme puisse s'élever vers l'esprit. Ça me rappelle Nikola Tesla, c'est tout est énergie, fréquence et vibration. Ah, ah oui, cette fameuse phrase de Tesla, si tu veux comprendre l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Elle dit tout en fait. Et ce qui est le plus beau, c'est que les traditions spirituelles le savaient bien avant les laboratoires. Depuis des millénaires, on parle du corps humain non pas seulement comme d'un assemblage de chair, d'os, mais comme d'un système énergétique vibrant, vibratoire. Et parmi ces traditions, il y a une image qui traverse le temps et les continents, celle des chakras. Ah, les chakras, c'est un peu des émetteurs et récepteurs de vibrations ou d'énergie. Et oui, des centres d'énergie situés le long de notre colonne vertébrale, comme des cônes vers l'avant et dans le dos, au centre desquels des roues invisibles filtrent, distribuent et transforment les informations subtiles que l'on reçoit et que l'on émet. Alors oui, Tesla et les sages de l'Inde, par des chemins très différents, ont pointé la même chose. Nous sommes faits d'énergie. Et cette énergie, elle circule, elle pulse, elle vibre. Et quand elle circule pas très bien, on le sent. Dans notre corps, dans nos émotions, dans nos relations. Exactement. Alors, pour mieux nous comprendre,
Au-delà du mental, je te propose qu'on explore ensemble ces 7 portes d'énergie que sont les chakras. Alors, soyons clairs, il n'y a pas que 7 chakras. Il y en a des dizaines, peut-être même des centaines. Mais on va se concentrer ici sur les 7 principaux, ceux qui forment une sorte de colonne intérieure, une échelle de lumière. Chaque chakra correspond à un plan de conscience, à une fonction vitale et à une épreuve de croissance. Alors, que se passe-t-il quand un chakra est trop ouvert ou pas assez ouvert? Ah, c'est bien que tu le précises ça, parce que souvent les gens ne savent pas qu'un chakra peut être trop ouvert. Alors, les chakras ne sont pas des interrupteurs qu'on allume ou qu'on éteint. Ils ne sont pas ouverts et fermés. Ce sont plutôt des centres d'énergie qui peuvent être en équilibre, ou bien sous-activés ou suractivés. On pourrait dire trop ouverts, par exemple. L'idée n'est pas d'avoir des chakras grands ouverts à fond, mais l'idée c'est qu'ils soient fluides, harmonisés, en lien les uns avec les autres. Ok, donc quand un chakra est sous-activé ou fermé, comment on peut le ressentir? Alors là, ben, il y a un manque d'énergie à ce niveau-là. Ça peut se traduire par une difficulté à exprimer la fonction du chakra, par exemple la peur de parler pour le chakra de la gorge. Ça peut s'exprimer aussi par une déconnexion, fuir le corps quand il s'agit du chakra racine, par un refoulement émotionnel aussi, par exemple un repli affectif pour le chakra du cœur. Et un chakra sous-activé ben, ne joue plus son rôle de relais. L'énergie stagne, elle ne circule plus correctement. C'est comme des roues à eau qui se déversent en cascade les unes vers les autres, mais du bas vers le haut. Et quand il y en a une qui grince, l'eau ne circule pas très bien, ça manque de fluidité. Et alors, quand un chakra est suractivé, ou alors trop ouvert, ça donne quoi? Alors là, ben, il y a trop d'énergie concentrée à cet endroit de manière déséquilibrée. Alors ça peut créer de la tension ou de l'excès de contrôle, par exemple pour le plexus solaire, de la surexpression émotionnelle pour le chakra du cœur, un délire spirituel déconnecté du réel pour le chakra coronal suractivé sans ancrage. Donc un chakra qui est trop ouvert, qui a trop d'énergie, peut aussi être une réaction à une insécurité intérieure. Souvent, on compense une faiblesse ailleurs en sursollicitant ce chakra-là. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque chakra est un instrument dans un orchestre. Et l'harmonie vient quand l'énergie circule librement, quand chaque centre remplit son rôle sans dominer ni s'effacer, et que la connexion entre les chakras est fluide, du bas vers le haut, et inversement. On va prendre un exemple concret. Imaginons le chakra du plexus solaire. Si il est sous-activé, alors je vais me sentir effacée, je n'ose pas m'exprimer, je doute constamment de moi. Si il est suractivé, dans ce cas, je vais avoir besoin d'avoir raison, je veux dominer, je cherche à contrôler ce que les autres pensent de moi. Et quand il est équilibré, là, je rayonne tranquillement. J'agis avec volonté, mais sans arrogance, et je me sens à ma juste place. On peut voir ça pour chaque chakra, si tu veux. Allez, Alors, on va commencer par le chakra racine, Muladhara, en sanskrit. Sa couleur est le rouge. Il se situe à la base de la colonne vertébrale, entre l'anus et les organes génitaux. Quand il est sous-activé, on ressent un sentiment d'insécurité, une peur constante, une fuite du corps. Quand il est suractivé, là, on a un matérialisme excessif, de la rigidité, l'obsession, les gens qui veulent tout contrôler. Et quand il est équilibré, là, on est ancré, on a confiance en la vie et on a une sorte de stabilité intérieure. Alors passons au chakra sacré, Svadhisthana. Lui est de couleur orange. Il est juste en dessous du nombril, au niveau du bas-ventre. Quand il est sous-activé, on ressent des blocages émotionnels, de la difficulté à ressentir ou à se relier. Quand il est suractivé, alors là, on a de l'hypersensualité, des dépendances affectives ou sexuelles. Et quand il est équilibré, on sait ce que c'est qu'un plaisir simple, on est dans la créativité fluide, la relation saine à l'autre.
Le chakra du plexus solaire maintenant, Manipura. Lui, il est de couleur jaune. Il est au-dessus du nombril, entre les côtes, au niveau du diaphragme. Quand il est sous-activé, on ressent un manque d'estime de soi, de la passivité, on a peur d'agir. Quand il est suractivé, là, on a besoin de dominer, on a des colères fréquentes, une volonté écrasante. Et quand il est équilibré, on a une affirmation de soi calme, une force intérieure et un rayonnement personnel. Chakra du cœur maintenant, Anahata. Lui, il est des couleurs vert. Et on fait appel aussi au rose parfois pour le soigner. Il se situe au centre de la poitrine, entre les seins. Alors, quand il est sous-activé, on ressent l'isolement affectif, une difficulté à donner ou à recevoir de l'amour. Quand il est suractivé, on ressent un sacrifice de soi, une surempathie, des relations déséquilibrées. Et quand il est équilibré, on ressent un amour juste, de la compassion, de l'ouverture à soi et aux autres. Alors, voyons maintenant le chakra de la gorge, Vishuddha. Lui, il est de couleur bleu clair. Il est localisé au niveau du larynx, vraiment à la base de la gorge. Il est associé à l'expression de la parole et de l'écoute. De la parole, mais de la parole juste. Quand il est équilibré, on a une communication claire, une vérité intérieure, et déséquilibré, un mutisme, un bavardage, une peur de s'exprimer. Alors quand il est suractivé, lui, on parle trop, on monopolise tout l'espace par la parole. Le chakra du troisième œil, Ajna, couleur indigo, lui se situe entre les sourcils au centre du front. Quand il est sous-activé, on a une difficulté à voir clair, un manque d'intuition, une confusion mentale. Quand il est suractivé, alors là, on est complètement dans les illusions, projections, la fuite dans l'imaginaire. Équilibré, par contre, là, on arrive à avoir du discernement, une vision intérieure, et on a ce qu'on appelle la clarté mentale. Et enfin, le dernier, le chakra coronal, Sahasrara, couleur blanc, doré, lui se situe au sommet du crâne, légèrement au-dessus de la tête. Alors, quand il est sous-activé, on est matérialiste, on est fermé au subtil et on a une perte de sens. Quand il est suractivé, on a une fuite spirituelle, des dissociations parfois, des pertes de repères. Et quand il est équilibré, on a une sensation d'unité, une paix profonde et une connexion à plus grand que soi. Et alors leur fonctionnement, c'est comme une symphonie. Un chakra ne s'ouvre pas comme une porte, il vibre, il réagit, il entre en résonance avec les autres. On dit souvent qu'un chakra est bloqué, mais en vérité, c'est une manière de dire qu'il ne fonctionne pas à son plein potentiel. Donc le but, c'est pas de les ouvrir à tout prix. Et non, le but, c'est l'harmonie, que l'énergie puisse circuler du bas vers le haut, de la terre au ciel et du ciel vers la terre. Parce que dans cette circulation verticale, dans cette danse intérieure, c'est là que se vit l'éveil. Les chakras sont des ponts, des passerelles entre le corps, l'âme et l'invisible. Et quand ils s'alignent, tout devient plus clair, plus fluide, plus vivant. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'un chakra puisse être déséquilibré? Alors, comprendre ce qui cause le déséquilibre des chakras, c'est un peu comme remonter à la source d'un désaccord intérieur. Ça permet de ne pas juste traiter les symptômes, comme l'anxiété, la fatigue, le mal-être, mais vraiment d'agir en profondeur. Les chakras, je l'ai déjà dit, sont comme des centres énergétiques vivants. Ils réagissent à ce que nous vivons, à ce que nous pensons, à ce que nous ressentons. Ils s'ouvrent et se ferment, se contractent ou s'emballent selon nos expériences et notre état intérieur. Alors, ils peuvent être déséquilibrés pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des blessures émotionnelles non digérées. Par exemple, un traumatisme, un choc émotionnel, une tristesse refoulée peuvent créer des blocages dans certains chakras. Si tu as vécu un abandon dans l'enfance, ça peut déséquilibrer le chakra du cœur et ça provoque une fermeture affective. Et le chakra racine peut également être affecté par ça et tu vas ressentir une insécurité profonde.
Alors un chakra peut être aussi déséquilibré à cause de tes croyances limitantes. Des pensées répétées, genre je vaux rien, je dois mériter l'amour, m'exprimer est dangereux. Toutes ces pensées-là entretiennent une fréquence basse dans certains centres. Le mental influence le corps subtil et il peut surcharger un chakra, trop d'attente ou d'activité, ou alors l'inhiber, peur, honte. Les chakras peuvent aussi être perturbés par notre mode de vie. Quand on a une fatigue chronique, une alimentation déséquilibrée, manque de nature, une hyperconnexion numérique, toujours sur nos écrans, tout ça, ça désorganise le champ énergétique. Un mode de vie trop décentré ou désincarné, quand on est toujours dans sa tête, ça peut affaiblir les chakras du bas. Alors que dire du stress et des relations toxiques? Ça aussi, ça perturbe beaucoup les chakras. Vivre dans un environnement instable, violent ou émotionnellement chargé use les défenses énergétiques. Par exemple, le chakra de la gorge. Il peut se bloquer après des années à ne pas avoir pu dire ce qu'on ressent ou à subir du mépris. Alors les chakras peuvent aussi être perturbés par l'ignorance ou le déni de ses besoins profonds. Quand on se coupe de ses élans, de ses intuitions, de ses besoins réels, on va créer un décalage énergétique. Ça peut provoquer des déséquilibres dans plusieurs chakras à la fois. Une sensation de perte de soi, de flottement. Et enfin, la dernière chose qui peut dérégler les chakras, c'est la surspiritualisation ou la fuite du réel. Paradoxalement, un excès de pratiques spirituelles mal ancrées peut aussi déséquilibrer les chakras. Par exemple, on se focalise uniquement sur les chakras supérieurs. Non, il y a des gens, ils veulent absolument ouvrir leur troisième œil. Sans ancrage dans le corps, ça peut créer une forme de déracinement, d'illusion, voire de dissociation, carrément parfois. Donc en résumé, un chakra peut être déséquilibré par ce que je vis, ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ignore, ce que je fuis, ou ce que je surexploite. Et la clé, c'est pas de réparer un chakra comme on réparait une pièce cassée, c'est de reprendre conscience, de retrouver l'équilibre dans sa vie, dans ses relations et dans son corps. Mais Fanny, qu'est-ce qui fait que nos chakras se bloquent ou s'emballent? Parce que parfois je vois bien que je fais des hauts et des bas, mais je saurais pas dire pourquoi. Eh oui, c'est super important d'en parler. Les chakras, tu vois, c'est pas des cônes figés. Ils s'ouvrent, ils se ferment, ils poussent, ils ralentissent. Selon ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce qu'on pense. Donc c'est pas que le mental alors. Pas du tout. C'est tout ton être qui joue là-dedans. Par exemple, une blessure émotionnelle, un choc qu'on n'a pas digéré, peut laisser une vraie empreinte. Et c'est lié à nos croyances aussi, non? C'est les pensées limitantes. Mais carrément. Des phrases comme je vaux rien, je dois me faire aimer, m'exprimer c'est dangereux, ça va finir par influencer la vibration du chakra. Et puis notre mental, s'il tourne en boucle, il va le surcharger. On en a parlé tout à l'heure du mental, et tout le monde sait, je pense que tout le monde a cette expérience, savoir que comment ça nous prend, ça nous prend la tête parfois. Donc ça peut surcharger un chakra, ou alors l'inhiber complètement. Et notre environnement aussi, ou notre mode de vie, j'imagine, ça peut aussi agir sur les chakras. Je veux dire, l'hygiène de vie, le stress, l'inconfort, les craintes, le doute, ou la fuite de soi, genre ceux qui sont tout le temps devant un écran. Et ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, une vie trop désincarnée, toujours dans la tête, jamais dans le corps, ça affaiblit les chakras du bas. Et le manque de nature aussi, c'est important. On entend souvent en spiritualité qu'il faut aller marcher dans la nature, se ressourcer. C'est vraiment capital. Le manque de repos, la fatigue, c'est vraiment quelque chose d'important dans les chakras. Et une alimentation chaotique, ça peut désorganiser tout le champ énergétique. Tu parlais aussi des relations. Ça peut jouer sur les interactions entre humains. Évidemment, vivre dans un environnement toxique, instable, violent, ça nous use en fait. Par exemple, si on ne dit jamais ce qu'on ressent, on est toujours là à garder pour soi. Ça peut bloquer le chakra de la gorge pendant des années. Et si on ne sait pas ce dont on a besoin, ou si on fait semblant que tout va bien, Alors là, c'est le cocktail parfait pour un déséquilibre global. Quand tu te coupes de tes besoins profonds, de ton intuition, de tes élans,
Tu crées un décalage énergétique, comme je disais tout à l'heure. Et là, il y a plusieurs chakras carrément qui peuvent vaciller. Tu te sens flottant, déconnecté, dispersé. Et le trop de spiritualité, tu disais hein, aussi, ça compte? Genre la tête dans les étoiles, mais les pieds plus trop sur terre. Oui, oui, c'est ça, on en connaît hein, tous, hein, des gens comme ça qui sont complètement, on dit, ils sont complètement perchés. Alors, la spiritualité, c'est chouette, mais être trop perché, c'est pas bien. Et on parle de ça, mais c'est une suralimentation spirituelle. C'est ce que je disais là. Là, il faut faire de l'ancrage, beaucoup d'ancrage. Sinon, ça déséquilibre les chakras supérieurs. Tu vibres haut, mais tu tiens pas debout. Tu perds contact avec le réel, avec ton corps. Et c'est ce qu'on appelle parfois une fuite vers le haut. Ok, donc si je résume, un chakra peut être déséquilibré par ce que je vis, ce que je pense et ce que je ressens. Oui. Ce que tu fuis, ce que tu ignores ou ce que tu surexploites aussi. Mais la clé, comme je l'ai dit, c'est pas de réparer comme on réparait une machine. Ça marche pas comme ça. C'est de reprendre conscience, de revenir à l'équilibre dans ta vie, dans ton corps, dans tes relations. Ouais, alors c'est comme une danse alors. Et oui, une danse d'écoute. Et plus tu danses en conscience, plus les chakras s'alignent d'eux-mêmes. Et justement, c'est bien d'évoquer ça parce que là, il va se poser la question des soins que l'on prend chez les thérapeutes. Si le gars te dit ah tu vas pas bien parce que c'est tel ou tel chakra qui est déséquilibré, ok, il va envoyer de l'énergie pour le rééquilibrer. Alors là déjà, il peut en envoyer trop, d'où l'importance de ne pas faire des soins chez le premier venu. Puis après, quand tu vas rentrer chez toi, si tu n'as pas attaqué la cause, pourquoi ce chakra est déséquilibré, le problème va se reproduire. Tu as parlé de danse, et ça en fait, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est la paix intérieure, hein. Il s'agit d'être en accord ou en symbiose avec son environnement, c'est ça? Mais oui, tu as raison. L'harmonie, c'est cette paix intérieure qui naît quand on est en accord avec soi, en lien vivant avec ceux qui nous entourent. Et pour y accéder, certaines traditions nous parlent de lois universelles, des lois invisibles qui régissent la vie un peu comme une trame subtile sur laquelle tout repose. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y en a 12. 12 comme les mois de l'année, comme les signes du zodiaque, comme les maisons astrologiques, les apôtres aussi, les travaux d'Hercule, les portes de l'âme dans certaines traditions mystiques. Et j'allais oublier les vertèbres thoraciques aussi, celles qui protègent le cœur, il y en a 12. Le chiffre 12 revient sans cesse dans les récits symboliques. C'est comme une structure profonde, un cycle d'achèvement, une sorte de mandala universel. On pourrait dire que c'est un langage sacré, une manière pour l'univers de nous dire voici un chemin complet, traverse-le. Et les 12 lois de l'univers s'inscrivent dans cette même dynamique, un chemin en 12 étapes, pour retrouver cette harmonie dont tu parlais. 12 façons d'écouter la vie autrement, de reconnaître les messages, de mieux comprendre pourquoi certaines expériences reviennent et comment les transformer. Le 12 en spiritualité, c'est un archétype de complétude. Alors si tu veux, on peut les découvrir ensemble une à une, ces lois. On pourrait y consacrer toute une émission d'ailleurs, rien qu'à tenter de les expliquer. Mais bon, ce soir, on va juste les survoler. Allez, allons-y pour les 12 lois de l'univers. Alors, la première loi, c'est la loi de l'unité divine. Celle-là, tout le monde en a entendu parler. Tout est relié. Ce que je pense, ce que je ressens, ce que je fais a une résonance. Même ce que je crois faire dans l'ombre agit dans la lumière. Nous ne sommes pas séparés. Nous sommes des variations d'un même champ de conscience. C'est comme si on se considérait comme une goutte d'eau et que l'ensemble du vivant soit l'océan. Voilà. Un jour, par exemple, je méditais sous un arbre et une fourmi est montée sur ma main. Et là, j'ai senti, sans mentaliser, que tout était relié. Elle, l'arbre, l'air, moi. Il n'y avait plus de séparation. Et si tout est relié, alors on en vient naturellement à la deuxième loi, qui est la loi de la vibration. Elle nous explique que rien n'est immobile, tout vibre, tout pulse, tout résonne. Nos pensées, nos émotions, nos intentions ont une fréquence. Et cette fréquence attire ceux qui vibrent comme elle. Comment je pourrais vous expliquer ça par exemple, un soir, j'étais super stressée, je rentre chez moi, je dis rien,
Juste par ma simple présence, mon chat se cache, mon fils me répond sèchement, et j'avais rien dit. Mais c'est ma vibration qui parlait pour moi. Et justement, ce que nous attirons ne tombe pas par hasard. D'où la troisième loi, la loi d'action. Cette loi nous explique que l'intention seule ne suffit pas, qu'il faut agir. Il ne suffit pas de rester assis dans son fauteuil et puis d'attendre que tout arrive. Cette loi explique que l'univers coopère avec le mouvement. L'action juste, alignée avec l'âme, déclenche des forces invisibles. C'est une loi d'engagement. Rien ne va se manifester sans implication. Ah oui, si tu veux changer de boulot, commence une formation ou même démissionne. Fais de la place. Vire ton vieux canapé avant d'en installer un nouveau. Exactement, tu vois, ça me rappelle, moi, j'avais des problèmes au début avec la méditation. Pendant des années, j'ai lu des bouquins sur la méditation, et je lisais, mais bon, j'arrivais pas à méditer, ça m'agaçait. Mais c'est seulement le jour où j'ai pris 10 minutes, comme ça, pour m'asseoir, que j'ai commencé à ressentir ce que les livres décrivaient. On arrive alors à la quatrième loi, la loi de la correspondance. Ça, c'est aussi une phrase on entend beaucoup, mais dont on ne comprend pas forcément ce qu'elle signifie, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que ton monde extérieur reflète ton monde intérieur. Ce que tu vois dans les autres existe aussi en toi, à un certain degré, évidemment. C'est une loi de l'effet miroir, de résonance. Elle te pousse à lire la réalité comme un langage symbolique. C'est aussi les défauts qu'on pointe chez les autres, le petit truc qui t'agace, c'est souvent un truc que tu ne veux plus voir chez toi. Exactement. Alors, la loi 5, c'est la loi de la cause à effet, ce qu'on appelle le karma. Non, c'est pas toujours ce qu'on raconte, le karma. La loi de cause à effet nous explique que toute cause produit un effet. Donc, ça veut dire chaque choix, chaque parole, chaque intention va porter une conséquence visible ou invisible. Et puis parfois, peut-être pas tout de suite. Rien ne se perd et rien ne se fait au hasard. C'est une loi de justice vibratoire. Attention, je dis justice vibratoire, pas punition. Et on peut donner comme image, par exemple, tu vas planter une graine de tomate, tu peux pas t'attendre à récolter un poivron. Rien ne se perd, rien n'est sans conséquence, chaque semence porte un fruit. Et oui, ça me rappelle cette fois-là où j'avais répondu sèchement à quelqu'un que je connaissais pas, j'étais fatiguée, énervée, bref, je lui ai mal répondu. 2 jours plus tard, je tombe en rade sur le bord de la route, j'avais un pneu crevé. Il y a une voiture qui s'arrête, et qui était au volant? Devinez. Et le monsieur à qui j'avais mal parlé. Donc voilà, j'ai dû me débrouiller toute seule avec mon pneu crevé. Karma, comme on dit. Mais l'univers ne laisse rien sans réponse. Il rééquilibre toujours. Ça c'est vrai. D'où la sixième loi, la loi de compensation. L'univers équilibre toujours. Ce que tu donnes, tu le reçois d'une façon ou d'une autre. C'est le fameux je donne et je reçois. Ça peut venir sous forme d'argent, d'amour, d'opportunité, de soutien. Ça vient pas forcément de la même façon qu'on a donné. Cette loi nous invite à donner avec foi et à recevoir aussi. C'est aussi important de savoir donner et que de savoir recevoir. Et surtout recevoir sans culpabilité. Oui. Ce que tu offres revient sous une autre forme. L'univers rend ce que tu as donné avec le cœur. Exactement. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Un jour, j'ai aidé une voisine. Comme ça, sans rien attendre en retour. Et quelques jours après, une amie m'a offert un vieux livre que je cherchais depuis des mois. Voilà le retour. Une offrande invisible avait trouvé son chemin. Et on en vient alors à la septième loi, la loi du rythme. La loi du rythme explique que la vie suit des cycles, jour, nuit, inspiration, expiration, expansion et repli. Elle nous explique que rien ne dure et que tout fluctue. Ah ouais, les montagnes russes. C'est là que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Tout bouge par vagues, respiration, saison, émotion. La vie est un flux. Voilà, et il faut parfois savoir l'accepter, ça. Par exemple, un matin, je me suis levée, j'étais vidée.
Alors j'ai voulu me forcer, mais rien ne fonctionnait. J'ai essayé de booster, hein, rien à faire. J'essayais d'aller contre ce que je ressentais profondément en fait. Le lendemain, ça allait toujours pas mieux, mais j'ai accepté de ralentir. Et tout s'est remis à couler. J'avais juste oublié le rythme. Mais même les énergies les plus denses, si elles circulent, peuvent changer d'état. Et oui. Vient ensuite la loi de la transmutation, de ce changement d'état. L'énergie ne meurt jamais. Elle change d'état, comme tu viens de le dire. Toute énergie dense, comme la peur, la colère, la jalousie, peut être transformée en lumière, en conscience, en paix. Nous avons ce pouvoir alchimique. C'est la loi de la transformation intérieure. Alors tu peux faire de l'ombre une lumière. Les artistes puisent dans la souffrance leurs plus belles inspirations. Ben oui, exactement. Alors, je suis pas une artiste, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, quand ça va pas, quand je suis en colère, quand je suis triste, tout ça, ben, j'écris. J'écris des textes. Et il y a eu une fois où j'étais vraiment, vraiment super en colère, mais ça me prenait hein, aux tripes. Et j'ai écrit. Et en fait, je crois que c'est un des plus beaux textes que j'ai écrit. Et puis, non seulement c'était un beau texte, mais en plus, la douleur s'est transfigurée. Ensuite, nous voilà à la loi 9, la loi de la relativité. Tout est relatif. Ça aussi, c'est un mot, une phrase qu'on connaît bien. Une situation, en réalité, n'est ni bonne ni mauvaise. C'est ton regard qui la colore. L'épreuve d'un jour peut devenir la bénédiction du demain. C'est la loi de prise de recul et de sagesse. Rien n'est absolu, tout dépend du point de vue, c'est ton regard qui colore l'épreuve. Oui, je pourrais donner comme une petite anecdote là-dessus qui illustre ça. Mon fils était hospitalisé quand il était petit. On ne savait pas trop pourquoi, j'étais au bord des larmes. C'était vraiment, je vivais ça de manière très très dramatique. Et puis, à la machine à café, j'ai croisé une maman dont l'enfant était condamné. Elle m'a souri avec tellement de calme. Elle avait un tel détachement dans cette épreuve qu'elle vivait. Du coup, moi, j'ai compris. En réalité, j'étais simplement fatiguée, pardon. J'étais pas malheureuse à ce point. Ouais. Et dans chaque regard, il y a aussi deux pôles, deux vérités qui s'opposent et se complètent. Exactement. D'où la loi de la polarité. Car tout a son contraire. Il y a la lumière, il y a l'ombre. La joie, la tristesse sont les deux faces d'une même intensité. Cette loi, elle nous apprend à traverser plutôt qu'à fuir. Parce qu'on ne détruit pas une polarité, en fait. On la réconcilie. Hein, c'est comme je le disais tout à l'heure dans les écritures, moi c'est dans mes douleurs que j'ai trouvé les mots les plus tendres pour sublimer tout ça. Et l'ombre m'a appris l'amour en fait. Et là on arrive à la loi 11, la loi de l'attraction. Celle-là, c'est la chouchoute, tout le monde essaye de se l'approprier, et c'est plus compliqué. Le semblable attire le semblable. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Tes pensées dominantes, tes émotions profondes, ton inconscient, tout ça, ça façonne ton champ d'attraction. C'est la loi de la co-création consciente. Tu attires ce que tu vibres, pas ce que tu veux. C'est ta fréquence qui crée la réalité. Ouais, c'est pas ce que tu désires, c'est ce que tu dégages. C'est la fameuse histoire du j'ai pas assez d'argent à la fin du mois, je galère. Mais tu vas pas gagner au loto. Tu vibres le manque. Tu vas recevoir du manque. Celle-ci m'a longtemps énervé, hein. C'est pas facile de se projeter, de faire comme si on l'avait déjà. On reviendra là-dessus plus tard. Oui, effectivement, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. On la verra dans la prochaine émission plus en détail. Ensuite, il y a la loi du genre. Cette loi nous explique que tout contient les deux polarités, le masculin et le féminin, yin et yang. Le masculin, c'est l'action, la structure, la direction. Le féminin, c'est la réceptivité, l'intuition, la créativité.
Et l'harmonie vient quand ces forces coopèrent à l'intérieur de soi. Quel que soit ton genre ou ton histoire, ça n'a rien à voir. Ouais. Comme l'homme et la femme sont complémentaires, on a ces deux polarités en chacun de nous. En toi coexistent deux forces, le masculin qui agit, cadre, structure, le yang, et le féminin qui reçoit, ressent, crée, c'est le yin, et leur union, c'est ton harmonie. Oui, c'est tout à fait ça. Moi, ça me rappelle, dans ma vie, j'ai eu à diriger un projet très complexe, mais j'avais à diriger ce projet vraiment avec efficacité. Et du coup, j'étais très young, là. Il fallait que ce soit carré, faire comme j'avais décidé. Et un problème s'est présenté, j'arrivais pas à le résoudre. J'étais trop concentrée dans ma volonté de diriger, d'action, etc. Et quand j'ai fini par laisser s'exprimer ma sensibilité, eh ben, une idée nouvelle est arrivée, le projet a vraiment pris forme. Alors c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Voilà, on a vu ces 12 lois. Ces 12 lois, ce sont comme des pas dans la même danse. C'est une sagesse en spirale, à vivre, à ressentir, à apprendre, mais surtout à incarner. Eh ben, si seulement on apprenait tout ça à l'école. L'équilibre, le symbolisme, c'est des trucs qu'on retrouve chez les francs-maçons d'ailleurs, hein. C'est des connaissances ancestrales qui nous sont volontairement cachées, hein. Alors ici on explore, on cherche, on devine, on expérimente, mais on n'a pas la science infuse. On vous partage ce que l'on croit comprendre à cette heure-ci. On a déjà évoqué la loi naturelle avec Marco dans l'épisode 5. Ici, il s'agit d'aborder la tradition primordiale, ce savoir commun qui a inspiré toutes les religions au cours du temps. C'est la connaissance permise par l'ésotérisme, la connaissance intérieure, au-delà des voiles de l'ego. À partir de ces connaissances, nous savons que tous les êtres vivants sont constitués d'un corps, une âme et un esprit. Le corps comprend le corps physique, dont le cerveau et les corps énergétiques. L'âme est le pont vers la conscience supérieure, c'est-à-dire l'esprit. Et l'esprit, la conscience supérieure, c'est notre partie immortelle, connectée à la source. Le symbolisme le confirme d'ailleurs, on le voit dans les religions, et c'est en ça que Dieu est trinitaire, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pour mieux comprendre, on peut se représenter notre conscience supérieure comme le tronc d'un arbre avec ses racines qui plongent vers le centre, la source. Notre conscience supérieure, via notre âme, est reliée à tous les chakras. Et au fur et à mesure que notre arbre grandit, les racines se déploient et le tronc va grandir, s'élever. Et à chaque palier, on va créer une branche. Admettons que chaque branche est une de nos vies, incarnée, temporelle, qu'elle soit passée, présente ou future. Les branches, ainsi que le tronc et ses racines, représentent l'arbre dans son ensemble. Mais à chaque incarnation, nous n'avons que le point de vue de la branche, c'est-à-dire ce point d'incarnation. Nous ne voyons plus l'arbre dans son ensemble, mais seulement depuis cette branche, cette vie, ce point d'incarnation. Notre ego pense d'ailleurs que notre corps est la seule réalité, en oubliant son âme et sa conscience. Donc nous sommes cet arbre en entier, avec toutes ses vies simultanées. On parlera plus tard de la réincarnation. C'est un beau résumé de tout ce qu'on vient de dire. Et c'est vrai que ce qu'on vit en ce moment, c'est pas juste une période étrange, c'est une transition, une traversée. Et comme toute traversée, elle peut secouer, déranger et faire peur parfois. Mais au cœur de tout ça, il y a une invitation à ralentir, à ressentir, à se souvenir de qui l'on est vraiment. Alors oui, soyez curieux, questionnez, explorez, prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre lumière. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de revenir à soi, profondément. Le monde change, et nous aussi. Ce que nous avons exploré aujourd'hui, c'est un socle, une base vibrante, sensible, pour accueillir la suite. Nous avons parlé d'éveil, d'intériorité, d'énergie, des lois invisibles, des chakras. Mais tout ça ne reste que concept tant qu'il ne touche pas à notre vécu quotidien. Et justement, dans la prochaine émission, nous irons vers un thème fondamental, celui de la responsabilité spirituelle.
Non pas une lourdeur morale, mais une conscience. Une conscience que tout ce qui m'arrive, je l'ai permis énergétiquement. Alors, merci de nous avoir écoutés et à bientôt sur Mykonova pour continuer ce chemin. Merci Fanny. Je rappelle qu'on te retrouve sur les pages Telegram et Crowdbunker de Mykonova pour des audios pleins de philosophie. Merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter, d'avoir le courage de vous informer. Soyez curieux et posez-vous les bonnes questions. Nous sommes en train de reprendre notre souveraineté. La planète vibre fort pour nous éveiller. Alors soyez acteurs de ce monde en pleine mutation. Prenez soin de vous, restez ancrés et surtout soyez prêts, car le meilleur est à venir.